Bonjour, l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à l'historien Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est le père ou un des pères fondateurs de l'afrocentrisme. On va aujourd'hui parler de son livre Nations, nègres et culture, voilà, c'est celui-ci. C'est un de ses livres les plus importants. On va parler un petit peu de ce qui se passe dans ce livre, mais on ne peut pas désocler ce livre de ce qu'il a produit comme effet par la suite. Donc on va aussi aller un petit peu plus loin et parler de ses effets en tant que mouvement social. Cheikh Anta Diop va d'abord avoir une thèse sur l'origine de l'humanité, donc avec ce qu'il y a de préhumain, donc ça va s'appeler le berceau de l'humanité. Et nous avons ensuite une autre thèse qu'il a, c'est le berceau de la civilisation. Qu'est-ce que c'est que le berceau de la civilisation? Le berceau de la civilisation, c'est l'origine de la civilisation dans laquelle on est en ce moment et qui date de la fin du néolithique. Parce que selon Cheikh Anta Diop, il n'y en a qu'une seule. Donc en fait, avant la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est agraire, c'était juste une question de clan. Donc Cheikh Anta Diop, il est très carré. Il y a vraiment préhistoire et histoire. Le livre Nations, nègres et culture, c'est un livre qui ne traite que du berceau de la civilisation. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que selon Cheikh Anta Diop, la civilisation, elle vient d'Égypte. Et c'est les nègres qui ont donné naissance à la civilisation égyptienne. Donc ils ont été à l'origine de la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui. Sur quelle source se base Cheikh Anta Diop pour dire ça? On va essayer de le comprendre maintenant. La première source que nous expose Cheikh Anta Diop pour nous dire que les nègres sont au début de la civilisation va être certains écrits de Hérodote, de Pline ou de Diodore de Sicile par exemple. Donc en fait ce sont des historiens qui à certains moments de leurs livres nous parlent effectivement, alors suivant des traductions modernes, de peau noire et de cheveux crépus. Alors Hérodote, il a autour de lui un empire grec, c'est-à-dire que de l'Inde jusqu'en Éthiopie, en passant par la Mésopotamie, les Grecs ont pris possession de tout cet espace. Et donc, en fait, on est dans un système unifié. Il y avait un commerce très important qui existait à l'époque, qui allait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'était un commerce, en fait, qui traversait tout l'océan Indien. Et ça avait rendu, quelque temps auparavant, l'Éthiopie riche. Elle va avoir une demande très particulière, c'est-à-dire qu'elle va demander des preuves à ceux qui veulent prendre part dans ce commerce, qui est un élément très important, géopolitiquement très important de l'époque. Elle va demander des preuves comme quoi elle fait partie des premières civilisations du Moyen-Orient antique, donc une des civilisations premières de l'humanité. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir des liens avec l'Éthiopie vont devoir, s'ils veulent vraiment être bien vus, apporter des preuves. Ça, c'est le top de la chose, c'est-à-dire pouvoir apporter des preuves comme quoi l'Éthiopie fait partie du Moyen-Orient antique. Mais quand l'Empire romain a pris le dessus sur l'Empire grec, les choses vont monter d'un cran. C'est-à-dire que de obsession, ça va passer à délire. Donc, en fait, Pline va continuer un petit peu ce cirque-là. C'était une politique plus qu'une mode de fond. Et donc, les historiens étatiques étaient censés aussi contribuer à ce genre de choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau du sommet de l'État éthiopien, c'est-à-dire au niveau des rois même dans la gestion de cette affaire-là. Ils vont un petit peu traficoter leur histoire. Ils vont créer des listes de rois qui étaient avant eux. En fait, ils vont un petit peu majorer l'ancienneté de leur dynastie. Ils vont construire des bâtiments à Achoum.
Et ils vont dire que ces bâtiments sont beaucoup plus anciens et datent déjà des anciens rois. Donc Ernest Renan vous parlera de toute cette affaire-là pour ce qui concerne par exemple la Septante. Les Juifs ont dit des choses qu'ils ne disent pas dans leur texte hébraïque. C'est-à-dire, ils parlent d'un fleuve qui tourne dans le pays d'Éthiopie et qui est un des fleuves premiers de l'histoire de l'humanité. On sait parfaitement que les Juifs ont fait ça parce que c'était un préalable. Ils avaient besoin, eux aussi, de ce commerce. Ils ne pouvaient pas passer à côté de ça. Et donc, dans la Septante, ils ont fait la même chose qu'a fait Hérodote. Il y a une source, selon Cheikh Anta Diop, qui prouverait aussi que les premiers Égyptiens sont des Noirs. C'est celle qui consiste à dire que les momies qui ont été retrouvées ont des traits qui sont appartenant à des nègres. Donc voilà, ça c'est, je vous laisse ça à votre appréciation. Comme beaucoup de gens, je vois dans les traits par exemple de la momie de Ramsès des traits berbères. Pour Ramsès, j'ai même envie de donner le nom d'inventer un mot pour ça, c'est sémito-berbère. Parce que Ramsès a des traits qui viennent par exemple de la plaque arabique. Il y a des berbères qui ont un petit peu les lèvres fendues, comme celles des nègres. Et donc c'est un petit peu normal que l'on retrouve quelques caractéristiques négroïdes dans ces momies-là. Je ne pense pas qu'entre ces momies-là et les Égyptiens d'aujourd'hui, il y ait vraiment de différence. C'est quelque chose qui aujourd'hui ne fait pas partie des plus grandes thèses de Cheikh Anta Diop. J'aurais pu éviter de la dire, mais bon, ça c'est un petit peu pour la boutade. La troisième source sur laquelle se base Cheikh Anta Diop pour affirmer que les nègres sont la première civilisation du monde, ça va se passer autour de la pierre de Rosette. Donc la pierre de Rosette, c'est une plaque en pierre qui a un texte traduit en 3 langues, dont l'un est le grec ancien. À partir de ce grec ancien, en le connaissant un peu, on a pu reconstituer ce que disaient les autres textes qui étaient en mésopotamien de la même époque et en égyptien. Donc c'est une pierre en fait qui date de la colonisation grecque en Égypte. Cheikh Anta Diop trouve dans la langue valaf des mots très importants de cet égyptien ancien. Il ne sait pas si le valaf moderne est influencé par cet égyptien ancien, ou si ce valaf moderne est déjà très très ancien et il aurait influencé alors la langue égyptienne. Si le valaf ancien, très ancien, aurait influencé l'égyptien très ancien et qui aurait en fait donné cette traduction égyptienne dans la pierre de Rosette, jusque-là, on n'est pas très étonné parce que 1000 ans avant la pierre de Rosette, des pharaons noirs avaient eu une dynastie en Égypte. Pour savoir ce qu'il y a en filigrane derrière cette demande curieuse du peuple éthiopien, on voit bien que Hérodote ou Pline ne vont nous mener nulle part. Ils sont juste là en train de protéger les intérêts qu'habituellement ils servent. Ce qui va nous mener vers la vérité, ça va être les preuves archéologiques. Le commerce entre l'Inde et l'Éthiopie, au-delà d'être une réalité historique, qui a bien vécu, il est aussi en fait une réactivation d'un commerce qui est beaucoup plus ancien que lui, mais qui est là depuis des millénaires et des millénaires. Mais à l'époque, le point central, c'était pas trop l'Éthiopie ou l'Érythrée, c'était le golfe Persique. Des villes comme Eridu viennent des premiers moments de ce commerce-là. Quand vous étudiez les coutumes de peuples subsahariens comme les Dogons, par exemple, vous vous rendez compte que il y a dans tout ce triptyque de ces coutumes, que ce soit le religieux, que ce soit le magique ou le traditionnel, vous allez retrouver beaucoup d'éléments de la culture sumérienne. Il est très probable en fait que l'Éthiopie soit le lieu par où tout arrive, par où toutes ces cultures subsahariennes, des différentes tribus que le monde moderne a retrouvées en s'y intéressant, elles ne viennent que de l'Éthiopie. Cheikh nous dresse une liste de mots valaf pour nous signifier qu'ils contiennent
des éléments civilisationnels importants. Moi, en les regardant, j'ai trouvé que oui, effectivement, il y a là-dedans, dans leur façon d'être prononcée, des connotations civilisationnelles très anciennes. Est-ce que cette ancienneté date du royaume éthiopien? Dans ce cas-là, effectivement, ces éléments qui sont empreints de la culture sumérienne, qui sont des éléments sumériens, ils seraient aussi d'une culture plus ancienne que l'éthiopienne. À ce moment-là, ce que l'on peut dire, c'est que Sumer n'est pas la plus vieille civilisation que l'on connaisse. Sumer n'a fait que mettre plus de villes dans la zone qu'elle occupait et n'a fait que rôder le système en fait d'une autre façon, beaucoup plus appropriée à elle. Le livre atteint aussi certaines limites, c'est-à-dire que à un certain moment, il est vite catalogué. On peut le considérer comme étant un combat actuel. En fait, il commence par un postulat marxiste, donc Cheikh Anta Diop valide un petit peu les thèses de Marx au début, puis il y a tout ce péplum égyptien, et ça se termine en fait par une analyse sur les probables voies d'activité que le peuple noir peut se permettre d'envisager pour son avenir. Ce combat, il va devenir très clair, c'est dans les années 60, avec l'afrocentrisme qui va se passer aux États-Unis, et il va un petit peu se focaliser sur le combat social du peuple noir dans l'actualité sociale. L'afrocentrisme n'est pas complètement coupé du système global merchandising. C'est un mouvement qui quand même sait bien se servir des choses, tout au moins vis-à-vis de la politique occidentale. Dans le fond, c'est toujours le système global merchandising qui prend le dessus. Et ce qu'il veut, c'est quelque chose de tout à fait différent. Dans l'Antiquité, et jusqu'à très peu de temps, c'était la vertu de l'homme libre. C'est-à-dire que le citoyen avait le droit de se former lui-même, de prendre le chemin du savoir, de la connaissance, de l'apprentissage, de programmer son ascension. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que ce système global a complètement éradiqué cette façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la vertu de l'esclave. C'est-à-dire que le citoyen, il est pris tel quel, c'est-à-dire avec son niveau qui lui est propre, mais on ne lui demande pas de s'élever socialement. On ne lui demande pas non plus de se rabaisser. On lui demande juste de rester à son niveau et de produire le maximum. On est dans un système d'exploitation dont Marx a très bien parlé. Cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous à une prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.